la semaine dernière dans la santé au-delà des mots. Je vous dirais que d'un côté, la première chose qui me vient en tête, c'est que pour ce qui est de ceux qui considèrent leur santé mentale moins bonne qu'avant leur médecine, Mhm. qu'on a un facteur confondant ici, encore une fois, qui est la pandémie. OK. Parce qu'on sait qu'avec la pandémie, ceux qui estiment que leur santé mentale est moins qu'avant la pandémie a augmenté. Fait qu'il y a peut-être cette tendance-là de fond. Après ça, pour ce qui est des chiffres un peu plus sur ceux qui considèrent avoir des enjeux de santé mentale, et même là, ceux qui se sont absentés, voire qui ont aussi été consultés. Ce qui est préoccupant, c'est que j'aurais tendance à dire que c'est peut-être que les chiffres sont peut-être sous-estiment peut-être en fait le vrai taux, OK. à savoir que malheureusement, même dans des professions de la santé comme bref la médecine, j'aurais tendance à dire qu'il y a encore un certain stigma par Mhm. rapport aux enjeux de santé mentale, là, si on regarde dans la culture médicale. Et donc, même à travers un sondage qui se voulait anonyme, Anonyme, oui. que peut-être que les gens sous-rapportent leur taux de consultation ou même leurs enjeux de santé mentale. Bienvenue à la santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois, pour la deuxième partie de notre entrevue, M. Maxime Bell, président de la Fédération médicale étudiante du Québec. Nous poursuivons notre entretien sur l'équilibre personnel et le bien-être des étudiants. Un deuxième segment d'entrevue qui permet d'approfondir notre réflexion à cet égard. Nous discutons également du nouveau système d'évaluation et de la charte du bien-être étudiant qui a été produite par la FMEQ. Des nouveautés qui heurtent des dinosaures comme moi. Bref, une entrevue encore une fois fort intéressante qui complète bien le segment de la semaine dernière. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Vous êtes-vous attardé sur certaines différences parce que je sais que vous avez questionné les gens sur l'orientation sexuelle ou vous êtes-vous attardé sur certains facteurs comme par exemple l'orientation sexuelle, le genre, donc peut-être plus dans cette sphère de données démographiques ou sociodémographiques? Oui, effectivement, on a essayé là, de justement recouper les données puis d'analyser les données, des ventilés en fonction de paramètres sociodémographiques qu'on a récoltés. Parce qu'on se doute qu'il pourrait y avoir des facteurs confondants, puis qu'il pourrait même y avoir des disparités entre des sous-groupes. Malheureusement, j'aurais tendance à dire que le bassin finalement là, qu'on a de 764 répondants fait que d'aller chercher des différences qui étaient statistiquement significatives avec les différents sous-groupes, finalement, on n'avait tout simplement pas la puissance du devis Okay. et un nombre de participants suffisant pour aller vraiment là, porter des conclusions de ce côté-là. Là, vous avez nommé exemple l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Si on peut penser parfois à quelques points de pourcentage, ben, sur finalement 764 étudiants, on peut parler peut-être 10, 15, 20, 30, 70. Ce qui fait que là, aller chercher entre les sous-groupes des différences, malheureusement, ça n'a pas été possible là, d'un point de vue plus objectif. Mais oui, là, on se doute qu'il y a possiblement des différences entre certains sous-groupes. D'accord, d'accord. On a parlé tout à l'heure des idées suicidaires, là, donc des chiffres qui peuvent atteindre jusqu'à 25% des étudiants à l'externat. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ce sont des étudiants qui en sont à leur
quatrième et cinquième année de formation qui ont déjà passé le préclinique à l'université. Donc, jusqu'à 25% des externes rapportent avoir eu des idées suicidaires depuis leur entrée en médecine. Et globalement, là, si on met toute la cohorte ensemble, ça dépasse facilement les 10, 12, 13% là, d'étudiants qui ont des idées suicidaires, alors que Statistique Canada parle de taux autour de 8%, donc dans la population générale. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Je comprends que c'est quelque chose qui vous inquiète puis qui attire votre attention. Oui, ça attire notre attention. Puis, comme vous venez de le citer, Statistique Canada parle de 8%. Là, nous, dans les limites, disons, de la validité du sondage qui est fait, on a des choses qui sont plus dans le 12%, même 25% chez les externes. De ça, on pourrait dire que finalement, il y a peut-être un peu plus d'idées suicidaires là, chez les étudiants en médecine. Après ça, j'ai les données un peu plus pour les médecins en pratique en tête. On sait parfois que c'est pas tant le taux d'idées suicidaires ou le taux de suicide qui est plus élevé que parfois l'accessibilité au fait que les méthodes de suicide chez les médecins est finalement un peu plus efficace, donc malheureusement se rate moins aussi. Fait que c'est sûr que je garde ça aussi en tête pour mettre un grain de sel sur ces chiffres-là. Après ça, on sait aussi que la formation en médecine qui est de plus en plus exigeante, bon, on a le préclinique, l'externat. Ensuite, on a la résidence et la pratique. Puis, on voit d'un point de vue pan-québécois, pan-canadien, que c'est une formation qui finit par être tellement exigeante que ça mène aussi un peu à l'isolement des étudiants, des externes, des résidents. Puis, j'aurais tendance à dire que ces facteurs-là, comme l'isolement, peut-être explique en partie là, les données qu'on a devant nous, en plus de ce qu'on disait tantôt sur l'anxiété, la charge de travail, le burn-out. J'ai l'impression, encore une fois aussi, que la pandémie n'a pas aidé le taux, mais que parfois cette tendance-là à dire que les gens, par la préoccupation de leurs études, le travail, la formation, ont tendance un peu à s'isoler ou à être isolés aussi par le système puis la culture, vient peut-être pas aider là, le portrait. Avez-vous des données sur le nombre de suicides? Parce que ce n'est pas exceptionnel. Là. On a même eu, nous, malheureusement, là, un étudiant à Québec dans la dernière année qui s'est enlevé la vie. Donc, malheureusement ou heureusement, tout dépendamment, on le voit, on n'a pas de données à la FMEQ là, sur le taux de suicide à proprement dit. Après ça, est-ce qu'il existe des chiffres sur le sujet? J'imagine que oui. Mais je vous avoue comme ça, je les connais pas par cœur là, s'il y en a. Mais après ça, année après année, on a tous effectivement des exemples de suicides d'étudiants en médecine au Québec, au Canada, même aux États-Unis. Puis on voit que c'est quelque chose qui revient. Puis du moment où que chaque suicide en est un trop, c'est toujours un peu notre peur dans l'arrière-pensée qu'on a de savoir et de dire ben, qui sera le prochain? Est-ce que c'est mon collègue de classe? Est-ce que c'est mon collègue de faculté? Est-ce que c'est mon collègue à la fédération? Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui donne un peu froid dans le dos. Là, vous avez cité l'Université Laval l'an dernier, qui nous a franchement bien préoccupés. J'ai aussi l'année d'avant, là, en janvier-février, un étudiant de l'Université McGill. Puis si je remonte aussi à quelques années, je pense qu'il y avait eu un autre étudiant là, à l'Université Laval, là, si je ne m'abuse. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois, là, je pense que c'est un drame là, pour la communauté étudiante et la communauté médicale de manière générale. C'est un drame à tout point de vue. Là. Vous avez mentionné il y a quelques instants que les études étaient plus exigeantes. Vous considérez que les études en médecine sont plus exigeantes maintenant qu'elles l'étaient il y a 10 ans à cause de la pression? Parce qu'en théorie, les conditions s'améliorent un peu, d'après moi. Les horaires de travail diminuent, pour les résidents, les gardes diminuent, les lendemains de garde. Mais globalement, la perception, c'est que c'est plus difficile à cause de la pression ou à cause de... Je dirais que c'est une excellente question du moment où moi, je n'ai pas vécu, disons, avant mes études en médecine, ce qui se faisait anciennement. Fait que c'est sûr que c'est difficile à dire de ce côté-là. Après ça, je pense pas nécessairement là, que la pression est pire ou que les conditions sont pires qu'avant.
Au contraire, je pense que heureusement, on fait quand même du chemin en matière de préoccupation du bien-être des étudiants, des résidents, de conditions de stage. On voit les initiatives en matière de bien-être, même des cours au bien-être être donnés maintenant dans certaines formations postdoctorales, dans certains programmes de résidence. Donc, j'aurais tendance à dire que tranquillement, mais sûrement, on se dirige là vers le bon côté. OK. D'un autre côté, par contre, comme on dit un peu tantôt, on voit le vieillissement de la population, des baby boomers, des problèmes de santé, puis de la comorbidité, de la complexité des cas qui est croissante. La pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de médecins, autant pour enseigner parfois que pour traiter les patients, les attentes qui se rallongent. Et j'ai aussi en tête là, la hausse des admissions en médecine et même ceux qui sont projetés dans les prochaines années. Et de ce côté-là, j'aurais tendance à dire que peut-être que la pression, pas juste sur les étudiants en médecine, mais même sur le corps médical de manière générale, a pas été aussi haute en longtemps, là, finalement, avec l'état actuel du système de santé des patients, bref, la morbidité aussi qui est croissante. Puis je pense que de ce côté-là, peut-être, en effet, que la pression sur le débit et la productivité a pas été aussi haute en un bout de temps. Avez-vous suffisamment de support des universités dans l'enjeu de la santé mentale ou du bien-être aux études ou tout ce qui entoure un petit peu la qualité de vie, puis vraiment le bien-être étudiant? Je dirais que c'est aussi une excellente question, puis je vous dirais qu'en deux temps. Le premier est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place et qui se fait dans les universités. Là, au début de l'entrevue, on en a parlé un peu. Les sentinelles, les aides à la vie étudiante, les services de psychologie, d'orientation, même les cours là, sur le bien-être et même aussi sur la résilience qui sont donnés maintenant là, au niveau du doctorat en médecine, au niveau de la résidence. Malheureusement, je pense que les ressources qui sont déjà offertes puis les structures qui sont déjà en place sont sûrement sous-utilisées ou peut-être sous-publicisées. Ou du moins, on pense, et même qu'on a des données dans les associations locales qui nous disent que les étudiants méconnaissent ces ressources-là. Okay. Fait qu'on, d'un côté, on regarde ça puis on se dit que de continuer de publiciser, de rendre accessibles ces ressources-là davantage peut être une partie de la solution. Fait que de ce côté-là, on est quand même content de ce qui est offert puis des efforts qui font en ce sens-là. D'un autre côté, c'est sûr que dans un programme exigeant comme le programme de médecine, on a le droit d'apprendre dans un contexte qui est exigeant, puis après ça aussi de faire des erreurs, de s'améliorer, de performer. Mais c'est sûr que du moment où on a un programme exigeant, ben c'est sûr que les ressources qui viennent alentour du programme, ben nécessitent aussi un certain degré d'exigence. On en parlait un peu aussi en début d'entrevue. L'horaire de l'externe impliqué est déjà très chargé. Puis il y a plusieurs de ces ressources-là qui sont parfois juste disponibles, par exemple, dans les heures ouvrables. On peut penser à des services de psychologie, à d'autres types de services. Fait que là, on peut se demander, est-ce que ces services-là sont aussi accessibles qu'on le voudrait pour nos étudiants en médecine? Peut-être pas. Fait que là, peut-être qu'à ce moment-là, au niveau des universités, ça pourrait être intéressant de venir bonifier pas tant nécessairement le nombre de ressources que peut-être l'accessibilité à ces ressources-là de soir, de fin de semaine, si on pense au service de psychologie. Puis peut-être, même si on ne veut pas le faire au détriment d'autres domaines d'études, de aussi peut-être prioriser là, les étudiants en médecine. On parlait aussi au début d'entrevue de qui se préoccupe du bien-être des gens en position d'autorité. On peut aussi se poser la question, qui se préoccupe du bien-être des gens qui prennent soin des autres puis qui prennent soin de la santé des autres. Fait que sans discriminer là, le prochain ou nourrir au prochain, est-ce que ça pourrait être une hypothèse ou une réflexion de se dire peut-être qu'il faudrait favoriser l'accessibilité à nos soignants puis à nos futurs soignants, justement aux ressources là, qui sont déjà là en place en santé mentale, là, etc. Unique Média, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met
plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à uniquemedia.ca, unikmedia.ca. Lorsque vous parlez aux représentants des universités, le doyen ou peut-être un responsable de la vie étudiante, ou est-ce que vous vous butez encore en 2023 aux réponses du genre « dans mon temps, ça marchait comme ça » ou c'est comme ça que ça doit marcher, puis nous, on travaillait 100 heures par semaine, puis on n'avait pas de problème. Est-ce que vous vous butez encore à ce type de réponses qui peuvent paraître dépassées aujourd'hui? Je dirais que la réponse encore est nuancée. D'un côté, je vous dirais oui, dans le sens où que ça soit des gens en position d'autorité, des professeurs, des médecins, des superviseurs, etc. On pense, puis on constate aussi qu'il y en a encore qui sont beaucoup dans cette ancienne culture-là de performance, de culture médicale, que certains même vont aller qualifier de toxique, à savoir que les vieilles générations vont l'avoir un peu plus difficile que les nouvelles, mais de génération en génération, on entend souvent ça. Fait que je voudrais que de ce côté-là, on a l'impression que la culture médicale est quelque chose qui rentre dans un cercle vicieux, puis qui se perpétue justement quand on tient ce discours-là. Puis après ça, on ne peut pas nécessairement le reprocher non plus du moment où les gens qui sont aujourd'hui superviseurs, médecins, ont été étudiants et résidents et se sont aussi fait dire ça par leurs propres patrons et superviseurs. Fait que peut-être qu'on perpétue quelque chose qu'on a aussi appris. Je vous dirais un exemple que j'ai en tête sans citer personne. Moi, j'ai parfois des résidents 2 ou 3, là, donc qui ont été externes hier, qui portent déjà un jugement sur les revendications des externes, comme si ces résidents en question considéraient déjà que c'était une autre génération. Je veux dire, ils ont essentiellement le même âge, là, à quelques années près, et il est possible même que l'externe qui a une revendication soit plus âgé, même en raison de son cursus universitaire. Donc, plus on est jeune, on dirait plus que le concept de génération devient très, très court. Donc, les résidents 3-4 ont l'impression que les externes de dernière année appartiennent à une autre génération. Donc, le constat est intéressant, puis c'est vrai effectivement que parfois on constate même entre un résident junior et un résident senior qu'il peut y avoir une différence de perspective par rapport aux revendications, au bien-être étudiant. Puis je pense que ça démontre un peu justement le discours qui peut peut-être être fini par être internalisé et intériorisé avec le temps. D'un autre côté, le positif que je vois, c'est que souvent les médecins ou même les professeurs qui sont justement un peu plus en contact avec le programme, avec la structure académique, justement les gens en position d'autorité, nos vice-doyens, etc., qui sont finalement des gens d'avant-plan, qui sont parfois un peu plus sensibilisés même à cette cause-là puis à cette réalité-là, qui se démontrent aussi parfois beaucoup plus ouverts là, justement à l'amélioration là, du bien-être étudiant, des conditions de stage, parce qu'ils sont, en position d'autorité, puis 2, je pense qu'ils ont un contact un peu plus soutenu avec les étudiants, puis je pense aussi qu'ils voient un peu disons, les nouvelles données, les sondages, les revendications qui sont emmenées. Fait que je vous dirais que de ce côté-là, je pense qu'on va aussi dans le bon sens. Mais je dirais que de manière générale, je pense que la culture médicale, comme d'autres milieux, est parfois un peu lente à être changée, mais je pense que tranquillement, mais sûrement, on s'en va aussi dans la bonne direction, là, surtout quand je vois des initiatives là, qui sont vraiment implantées d'un point de vue un peu plus là, systémique à travers les programmes de résidence, les programmes finalement aussi prédoctorales. Là. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%.
Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. J'aimerais vous entendre sur le harcèlement sexuel, les commentaires racistes, encore là, des chiffres. J'ai l'impression de vivre dans une bulle parce que moi, il y a des choses que je n'ai pas vues, mais 8% de harcèlement sexuel, 28% de commentaires racistes, ça semble énorme. Est-ce que, encore là, j'imagine que ça vous surprend? Est-ce que... C'est aussi une excellente question, puis j'aurais tendance à dire que à regarder ces chiffres-là, c'est franchement trop prévalent. On aimerait avoir des chiffres qui sont à zéro, là, bien évidemment. Puis après ça, moi, vous, un peu comme vous, j'aurais l'impression de me promener là, à l'externat, puis pas avoir l'impression qu'on atteint ces chiffres-là. Mm-hmm. Puis après ça, je fais de l'introspection, puis je me dis, possiblement que c'est pas moi qui en vis le plus, mais que j'ai des collègues là qui font partie de minorités sexuelles, de genre, de minorités ethniques ou autres, qui, eux, effectivement, les vivent beaucoup plus, puis qui, en le vivant au quotidien, finalement, atteint ces taux-là que moi, je ne perçois pas nécessairement comme individu. Okay. C'est sûr qu'après ça, on pourrait venir nuancer le chiffre en disant, est-ce que, comme société, on est plus sensibilisé qu'avant à ce genre-là de commentaires-là déplacés, que ce soit des commentaires racistes, que ce soit le harcèlement sexuel? Parce qu'est-ce qu'on a la fibre à reconnaître plus tôt et même de manière finalement tout court être un peu plus sensible à ces enjeux-là? J'aurais tendance à dire qu'on est plus sensible et que c'est tant mieux aussi. Après ça, c'est que le chiffre soit de 1 ou de 8%. C'est sûr que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là, pour emmener ces chiffres-là à zéro. Parce que pour entendre des témoignages à gauche et à droite là, de collègues, d'externes et autres, malheureusement, là, il y a encore des choses qui se disent et qui sont franchement inacceptables. Vous me corrigerez, mais j'ai l'impression que ce qui était peut-être il y a 15 ans une blague de mauvais goût est aujourd'hui finalement de façon objective un commentaire de nature sexuelle ou à connotation raciste. C'est un petit peu ça que vous voulez dire peut-être? Ou, oui, c'est sûr que je pense qu'en partie, disons que ce qu'on considérait, disons, raciste il y a 20 ans est peut-être plus la même chose qu'aujourd'hui. Puis est-ce que la tolérance, même la tolérance sociétale est plus la même de ce côté-là? J'aurais tendance à dire effectivement que les choses ont changé. Je pense que c'est dans le bon sens, dans le sens où je pense pas que personne là, veut tolérer du racisme ou du harcèlement sexuel là, dans nos milieux. Mais ça vient à dire que peut-être que la ligne encore aujourd'hui est mince ou encore plus mince là, qu'elle l'était là, par rapport à la réalité de tout un chacun. Avant d'aborder la charte du bien-être des étudiants en médecine sur laquelle vous avez travaillé, j'aimerais vous entendre sur le système réussite ou échec. D'abord, en quelques mots, qu'est-ce que le système réussite ou échec en médecine et qu'est-ce que ça a remplacé? Oui, en fait, il y a quelques années encore, au niveau pan-québécois et pan-canadien, on avait des programmes de médecine là, qui évaluaient, de manière sommative, les étudiants avec des examens théoriques et des examens pratiques. Et ça, c'était sur des notes chiffrées en forme de pourcentage, en forme de lettres, etc.
qui, tranquillement mais sûrement, on s'est dit que ça allait être une bonne idée pour réduire un peu la compétition, puis aussi l'anxiété de performance, justement, en transférant là, ces notes chiffrées-là en un système réussite-échec où du moment où on obtient la note de passage, du moins le seuil de passage qui est déterminé, eh bien, on obtient une réussite ou un R, puis que si on est en deçà, ben là, on obtient un échec. Fait que si on peut penser que finalement, un étudiant qui a son doctorat en médecine, qui est maintenant diplômé sous ce système-là, ben que sur son relevé de notes apparaît que des réussites, ou du moins des réussites avec reprise. Là, on parle du préclinique, là, évidemment, où ça peut toucher l'externat aussi. Ben, en fait, le préclinique et l'externat maintenant, en fait, qui sont sous ce système-là, où qu'à l'externat, on va avoir plus des grilles de compétences qui vont être évaluées encore de manière qualitative, plus des commentaires de stage, mais qui, la note finale là, qui va être portée au relevé de notes va être encore sous forme de réussite ou d'échec et ne sera pas nécessairement chiffré. Puis ça, tout sous l'hypothèse qu'on enlève un peu cette pression-là puis cette compétitivité-là par rapport aux notes. Surtout, on peut penser parfois qu'on essaye de chercher un peu une aiguille dans une botte de foin ou qu'on discrimine les gens sur des choses qui sont plus ou moins probantes ou, comme on le disait tantôt, bon, bref, pour entrer en médecine, il fallait déjà être performant à l'école, disons-le ainsi, puis que sur la base de la sélection qui est faite, on ne serait pas porté à croire là, qu'un étudiant en médecine qui n'a pas les compétences académiques pour réussir le programme. Souvent en médecine, si on voit des étudiants avec des enjeux d'un point de vue académique, ça relève souvent d'après ça d'enjeux dans la vie personnelle, des problèmes de santé physique, mentale, de la mortalité dans la famille, de la morbidité dans la famille, puis ça n'a pas tant nécessairement un rapport à finalement leurs compétences comme étudiants en médecine là, ou à leur performance. Fait que ce système-là vient aussi un peu à accommoder, je pense, cette notion-là. Je vais remettre mon chapeau d'avocat du diable pour une deuxième fois. Les étudiants en médecine, pour entrer en médecine, ont été dans un univers extrêmement compétitif. On l'a dit tout à l'heure. Il faut être premier de classe. Ensuite, il y a les dossiers d'admission, un test psychométrique, des entrevues. C'est ultra compétitif jusqu'au moment où on reçoit la lettre d'acceptation. Vous êtes admis à Sherbrooke, Laval, peu importe. Et par la suite, pour rentrer en résidence, c'est ultra compétitif aussi. Alors, moi, je m'explique mal cette espèce de bulle temporelle où on voudrait exclure la compétition. Moi, j'ai l'impression qu'on la reporte et c'est ce que certains étudiants disent aussi. Nous n'avons pas l'occasion, lors du préclinique, de nous démarquer. Puis, on veut avoir un poste en résidence. On parlait tout à l'heure de rentrer en psychiatrie. Certains programmes sont ultra contingentés. Là, en neurochirurgie, par exemple, il y a quelques postes au Québec par année. Certaines universités n'ont même pas un poste à chaque année dans certaines disciplines. Donc, encore là, je suis un dinosaure. C'est mon chapeau d'avocat du diable. Mais je comprends mal la nécessité d'instaurer cette bulle, d'évacuer la compétition. En plus, avec des gens, on l'a dit tout à l'heure, qui sont habitués à la compétition. Puis là, on parle des études en médecine, mais il est peur que ces étudiants-là arrivent avec également un CV bourré rempli d'accomplissements au niveau sportif, au niveau sociétal, communautaire. Donc, expliquez-moi un peu là, ce volet-là de l'évaluation. Oui, bien, c'est aussi un excellent point. Puis j'aurais tendance à dire qu'en effet, la prémisse du système réussite-échec, qui est maintenant pan-canadien là, dans toutes les facultés de médecine au Canada, qu'on allait éliminer la compétition, entre guillemets, en permettant finalement d'aller discriminer sur autre chose. Mais bien évidemment, du moment où on ne peut plus discriminer sur des notes, ben on va discriminer sur autre chose. On le disait, l'admission en résidence, c'est le deuxième goulot d'étranglement en médecine, qui est même peut-être un peu plus serré que le premier, quand on pense à des programmes très, 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 très contingentés. Puis moi, le constat que j'en fais, c'est qu'effectivement, on a en partie déplacé le problème ailleurs. La compétition qui était au début beaucoup sur les notes chiffrées
sur la performance en stage, les commentaires de stage, ben finalement a été déplacé sur les autres composantes du dossier de candidature là, quand vient le temps du jumelage. Puis la première chose qui me vient en tête, c'est surtout ce qui est implication, curriculum vitae. On voit maintenant là, une course à l'implication, qu'elle soit communautaire, associative. Je pense aux groupes d'intérêt qui sont très, très, très prévalents en médecine, où on a aujourd'hui autant de groupes d'intérêt qu'on a de spécialités, et où que finalement, et malheureusement, parfois, certains étudiants vont aller s'impliquer dans des choses pas pour lesquelles ils ont nécessairement un intérêt ou une motivation intrinsèque, mais parfois en vue tout simplement de bonifier leur CV en vue du jumelage. Fait que je pense que finalement, c'est un problème qu'on a déplacé et qui a et finalement aussi ses désavantages, ces inconvénients-là. Puis je pense aussi à la course, là, à la recherche, où parfois, à la place d'avoir des implications qui nous intéressent ou des implications significatives là, qui finalement nous permettent de se construire comme individu puis de nous former, ben je pense à quelqu'un qui a 2 projets de recherche sur lesquels il a passé, je sais pas, 150 heures chaque à produire des données, produire des textes, même avoir son en publication, versus parfois l'étudiant qui peut avoir 50 publications en un an, ce qui, quand on regarde la quantité, est franchement impressionnante, mais que finalement, il va avoir mis une demi-heure sur chacun de ces projets-là, puis avoir tapé quelques données dans Excel. Puis c'est sûr qu'en déplaçant ce problème-là, ben peut-être qu'au niveau de l'implication étudiante, on n'a plus nécessairement des expériences aussi significatives ou qui sont plus nécessairement faites pour les mêmes raisons qu'avant. Fait que j'aurais tendance à dire que le système réussite-échec a eu ses atouts, mais a clairement là, créé aussi de nouveaux là, inconvénients. Mais comme fédération, est-ce que vous supportez ce mode d'évaluation ou vous souhaitez qu'il soit revu, peut-être re-questionné, disons? En fait, très, très dernièrement, là, ce printemps, la Fédération a voté et réitéré son support là, envers le système de réussite-échec du moment où de ce qu'on en sait puis de ce que nos sondages aussi nous disent, les étudiants sont vraiment en faveur là, de son maintien et le voient comme quelque chose d'acquis en date d'aujourd'hui. Après ça, est-ce que la fédération devrait aussi s'orienter vers les nouveaux problèmes que ça l'a créé ou que ça l'a déplacé? Certainement. Puis c'est aussi, on est encore, je vous dirais, un peu là, au remue-ménage de ce côté-là, à savoir comment on peut venir essayer un peu de pallier aux désavantages, comme je disais, de course à l'implication ou de compétition qui était ailleurs. Mais d'un autre côté, et ce serait vrai de le dire, qu'on le veuille ou non, il va falloir que du moment où on a un deuxième goulot d'étranglement à la résidence, discriminer les candidats sur quelque chose. Tout à fait. Si on enlève la compétition de partout, ben, ça veut dire qu'on va aussi discriminer les gens sur rien. Fait finalement, comment choisir? Une pige au sort, je pense pas qu'en date d'aujourd'hui, c'est ce que nos membres voudraient ou même que je voudrais personnellement. On aimerait, dans l'idéal, que le jumelage soit une méritocratie parfaite. Après, on sait que malgré nos efforts de standardisation, d'élimination de la compétition, le jumelage va rester franchement imparfait, là, peu importe ce qu'on en fait. Fait que ça mène à dire aussi, si on se place d'une autre perspective, est-ce qu'on est dans la suréquité, la surégalité, la surstandardisation du processus là, actuel de jumelage, puis finalement dire de où qu'on devrait mettre nos efforts. Si vous demandez à Maxime Bell, étudiant en médecine, pas nécessairement comme président de fédération, où qui voit une solution, moi je pense que ça passe beaucoup par les entrevues du moment où je pense que finalement, du moment où tous les étudiants en médecine sont performants, bons, intelligents, serviables, ont des implications de la recherche, etc., bien dire que finalement, ce qui distingue un étudiant de l'autre, c'est peut-être sa personnalité aussi, ou ses qualités, ses défauts. Mais je pense que ça soulève d'autres enjeux sur l'entrevue, parce que à partir du moment où l'entrevue est faite par un patron, donc dans la discipline concernée, qui n'a aucune formation pour donner des entrevues, est sujet à tous les effets, à tous les biais liés à l'entrevue. Là, donc, je pense qu'il faut faire attention aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des compagnies qui font faire leurs entrevues par des professionnels, des psychologues. Je pense que ça commence, là, donc, mais je pense pas que c'est parfait non plus. Respectueusement, moi, j'aurais tendance à penser que ce ne sont pas vos collègues étudiants qui sont les meilleures personnes pour juger de la pertinence du système réussite-échec, mais peut-être les résidents
qui sont passés à travers ce système-là? Parce que c'est certain que pendant qu'on est dedans, j'imagine que c'est très confortable. Parce que tout le monde réussit. Là, c'est un système en médecine qui est fait pour réussir. Là. On n'est pas dans certaines disciplines où il y a des attritions de 25-30% la première année. Donc, est-ce que les résidents sont sondés par la FMRQ sur leur satisfaction par rapport à ce mode d'évaluation? Parce que là, je verrais la réponse, moi, là. Peut-être que les résidents diraient non, ça a compliqué mes affaires, effectivement. Là, j'ai été obligé de faire du bénévolat, 56 affaires, la course aux lettres de recommandation, peut-être même certaines pressions pour ne serait-ce que mieux paraître dans le stage, être plus gentil, un peu comme pour l'apprentissage par compétence, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Donc, avez-vous pensé sonder les résidents finalement? Je dirais que, premièrement, vous en avez un point qui est bien intéressant et bien pertinent. Et deuxièmement, je crois qu'en date d'aujourd'hui, la FMRQ n'a pas sondé les résidents, la FMEQ non plus. Puis à terme, je pense que ça pourrait être effectivement très, très intéressant de voir c'est quoi la perspective d'étudiants qui ont vécu le nouveau système, qui, une fois rendus à la résidence ou même rendus médecins, comment ils ont vu leur expérience à travers, puis de peut-être donner finalement une rétroaction sur ce système-là, à savoir si on peut venir le nuancer, le bonifier ou autre. Mais j'aurais tendance à dire qu'en date d'aujourd'hui, le système est peut-être encore un peu trop récent pour avoir beaucoup de résidents, même pour s'exprimer sur le sujet. Parce que si je ne m'abuse, de mémoire, historiquement, les dernières facultés l'ont implanté en 2017, là, le système. Fait que si on regarde ça, bref, la promotion 2021 a gradué à 2 ans. Fait qu'on commence à avoir des résidents qui ont vécu le système durant tout leur doctorat. Mais je pense qu'on va en avoir encore pour quelques années là, avant de dire qu'on a des R1 à des R6 là, qui ont vécu ce système-là. Vous parliez du goulot d'étranglement de l'entrée en résidence, puis le goulot suivant, c'est le fellowship. Les enjeux sont à peu près les mêmes sur les dossiers de recherche, il y a plusieurs étapes de compétition. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Écoutez, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter dans quelques années lorsque vous serez résident. Donc, un sondage très intéressant qui a débouché sur certaines recommandations et qui a également, je crois, comprendre, ou en tout cas qui fait partie aussi d'un processus de réflexion où il y a une charte du bien-être étudiant qui a été produite par la FMEQ. Les recommandations et la charte se recoupent un peu. J'aimerais vous entendre, encore là, on revient peut-être à l'enjeu du harcèlement sur une recommandation que vous faites de sensibiliser les patrons et les étudiants aux situations considérées comme de intimidation, harcèlement. En 2023, encore une fois, je me considère surpris de devoir expliquer à quelqu'un qu'est-ce que du harcèlement, mais peut-être que je harcèle les résidents sans m'en rendre compte. Peut-être parfois un petit commentaire, puis finalement, moi je trouve ça anodin, puis c'est du harcèlement, ne serait-ce que es-tu allé voir tel patient à l'urgence? Comment ça se fait que tu n'es pas allé le voir? Je ne sais pas. Comment vous voyez ça finalement? De la sensibilisation à cet égard. Ouais. Ben, je vous dirais, je pense que d'un côté, en 2023, la Fédération pense que c'était encore nécessaire, en effet, de faire de la sensibilisation, même si on pense que ça tomberait là, sous le gros bon sens là, de tout le monde. Là. Bref, qu'est-ce que du harcèlement? Qu'est-ce que l'intimidation? Qu'est-ce qu'une violence à caractère sexuel? Puis même là, parlant de violence à caractère sexuel ou de VAX, je vois maintenant les universités qui sont obligées annuellement là, de donner une formation à l'ensemble de la communauté universitaire sur le sujet depuis que la loi a passé. Je pense que ça prouve un peu le point de dire que d'un point de vue sociétal, là, on a encore du chemin à faire là, justement à former les gens sur qu'est-ce que du harcèlement, qu'est-ce que de l'intimidation, qu'est-ce qu'une VAX et après ça, de continuer de sensibiliser les gens en ce sens-là parce qu'on le fera peut-être jamais trop. Pour l'historique de la charte du bien-être, effectivement, on a eu une première version en 2011 qui a été mise à jour avec le sondage que vous avez pu consulter en 2023, finalement entériné, présenté là, même officiellement en date d'aujourd'hui au vice-doyen aux études médicales prédoctorales. Et cette recommandation de venir sensibiliser davantage là, les étudiants et les patrons est déjà, je vous dirais, peut-être en partie faite du moment où, en effet, les universités, dans les dernières années, ont déjà remporté un peu le pas, que ce soit au niveau du personnel ou que ce soit au niveau des étudiants, même à travers les études, la formation,
etc. Après ça, est-ce que certains harcèlent sans le savoir ou sans s'en rendre compte? Comme vous le disiez tantôt, c'est sûr qu'encore une fois, je pense que ça dépend un peu des sensibilités de chacun. Et que finalement, la ligne est peut-être mince là, dépendamment de à qui on le demande. Fait que j'aurais tendance à dire que dans une perspective un peu plus institutionnelle, c'est d'autant plus important de venir comme institution, comme faculté, définir nos politiques, définir nos définitions exactes de qu'est-ce que l'intimidation, qu'est-ce que du harcèlement, et ensuite de peut-être s'y tenir pour essayer de retirer une partie du subjectif puis du arbitraire aussi derrière ça, pour que finalement on n'aille pas ni trop dans un sens là, ni dans l'autre, là, qu'on n'aille pas avec dire que tout du harcèlement, quand en partie ça n'en est pas, et que de notre côté on néglige pas non plus là, une partie du harcèlement qui est présentement et malheureusement encore faite. Mais règle générale, tout ce qui est harcèlement, discrimination, racisme, ou même propos de nature sexuelle, on a tendance à considérer qu'on doit l'évaluer du point de vue de la personne qui le subit et donc pas du point de vue de la personne qui l'impose. Alors, comment est-ce qu'on fait avec les universités pour définir ce qui est ou n'est pas du harcèlement? C'est quand même délicat. J'essaie de m'imaginer un petit peu, là, on va vraiment décrire des comportements spécifiques, là, pareil. Je pense que vous emmenez aussi un autre point qui est intéressant, puis qui est de dire, si je pense ici, exemple, à l'Université de Sherbrooke, du point de vue de la victime, qu'effectivement, peu importe la définition qu'on en porte, quelqu'un qui est en détresse ou qui se pense harcelé, intimidé, etc., a heureusement un filet de sécurité et des ressources offertes à l'université. Je pense là, au bureau spécialisé, exemple, pour les violences à caractère sexuel, qui peut être contacté en tout temps par tout étudiant qui se sentira dans cette situation-là ou lésé. Puis je pense effectivement d'offrir évidemment là, un support à la victime, et un support, peu importe là, nos définitions, est essentiel. Après ça, d'un point de vue dénonciation, il y a toujours un peu les voies de le faire anonyme, non anonyme. Et je pense que de ce côté-là, après ça, il y a une différence, une ligne à tracer entre reconnaître là, le vécu de la victime, légitimer son sentiment et le faire cheminer pour l'aider d'un côté. Mais après ça, là, parfois, le processus disciplinaire ou du moins les enquêtes qui peuvent s'en suivre, qui, eux, là, à ce moment-là, en effet, là, doivent correspondre dans un cadre un peu plus établi, parfois à définition, ou répondre à un processus du moment où, qu'on le veuille ou non, du moins au Québec en 2023, on fonctionne encore avec la présomption d'innocence aussi. Là. Fait que je pense qu'il y a à distinguer un peu disons, un processus un peu plus officiel versus là, la reconnaissance puis le support de la victime. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Vous recommandez, parce que si on va à l'autre côté, l'autre extrémité du spectre, ou si on se met du point de vue de l'agresseur, disons, vous recommandez d'instaurer des plateformes de signalement indépendantes au niveau des facultés. Donc, vous faites référence à quoi exactement? Puis, qu'est-ce que ça viendrait rajouter de dissocier ce processus-là du processus facultaire?
Oui, la perspective que la FMQ a en date d'aujourd'hui, c'est qu'il y a heureusement des processus qui existent en ce moment, exemple, pour dénoncer, pour rapporter des incidents, qui sont en partie certains processus anonymes, d'autres non, tout dépendamment du choix de la victime. Mais on a la prémisse que les étudiants seraient moins tentés de rapporter des faits vécus, du harcèlement, l'intimidation, etc., du moment où qu'un processus facultaire, même s'il garantit, disons, objectif et ou anonyme, pour certains ont quand même peur là, des représailles ou encore des répercussions que ça pourrait avoir sur leur évaluation de stage, sur leur carrière, sur leur cheminement. Puis je ferai le parallèle, exemple, on voit que c'est une petite minorité là, des victimes d'agressions sexuelles qui rapportent le tout à la police ou qui déposent des plaintes formelles. Encore une fois, parfois par plainte, par peur de représailles de leur agresseur ou bref, de ce point de vue-là. Fait que je pense que le parallèle est quand même là de dire est-ce que mon superviseur qui fait mon évaluation de stage, à qui je rapporte une plainte, là, est-ce que ça pourrait me retourner contre moi? Je pense que ça soit qu'elle soit valide ou non comme peur, là, est une crainte du côté des étudiants. Donc, ensuite, de formuler une recommandation pour avoir des processus indépendants, c'est qu'on pense qu'une plainte, là, que ce soit pour harcèlement, violence à caractère sexuel, intimidation, devrait vraiment être traitée par un système et par des gens là, qui ne sont pas inclus finalement autant dans la structure pédagogique que la structure évaluative ou même du corps médical là, pour être sûr qu'au final, tout le monde se sent en confiance dans ce processus-là, que ce soit la victime, mais que si ça devient jusque-là, que la personne qui a perpétré ça ait aussi ce sentiment-là de dire qu'il n'y a pas eu de biais ou de mauvaise influence dans ce processus-là, puis que ce soit franchement indépendant là, disons des milieux de stage et des facultés. Puis peut-être que ça soit, exemple, géré par une structure d'une autre faculté ou une structure qui est plus universitaire encore, là. Plus que facultaire. Est-ce que pour vous, le risque de voir quelqu'un faussement accusé, mis au pilori, est-ce que c'est un enjeu pour vous? Ou, est-ce que c'est une considération? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des bonnes balises qui sont en place pour éviter ce genre de désagrément, disons? Je pense que d'un côté, heureusement, il y a quand même des bonnes balises qui sont déjà en place là, de ce côté-là avant qui mènent, disons, à la fin du processus, puis même d'un point de vue un peu plus judiciaire. Je pense encore qu'en date d'aujourd'hui, la présomption d'innocence s'applique et protège bien, disons, des désagréments, pour le dire ainsi, de ce côté-là. Après ça, on regarde les statistiques. Là, j'ai ça en tête sur les violences à caractère sexuel. On dit, puis les chiffres nous disent qu'on plus que 90% des plaintes, des accusations et autres seraient sûrement véridiques, même si elles ne mènent pas nécessairement à des condamnations. Okay. Fait que j'aurais tendance à dire que les chiffres et les données qu'on a nous laissent porter croire que dans la très, très, très grande majorité des cas, c'est important d'écouter et de croire la victime, mais qu'après ça, est-ce que ces doléances-là, ces accusations-là mènent après ça à des condamnations, à des mesures? Pas toujours nécessairement, parfois à tort, parfois avec raison, qui de dire que finalement, si la preuve n'est pas assez substantielle, on mènera pas nécessairement à une condamnation sous la présomption d'innocence. Okay. Là, après ça, je vous avouerai, je pense pas que c'est à moi d'y avoir l'expertise là, pour être le juge de où on tranche là, sur qui bénéficie ou non là, d'une présomption, puis est-ce qu'on devrait avoir un meilleur taux d'accusation de condamnation et vice-versa. Certaines recommandations au niveau de la charte peuvent faire sourciller, là, encore le chirurgien plus âgé que je suis, notamment sur la durée des journées de travail ou le nombre d'heures travaillées, le fait de rajouter une journée d'études par mois. Donc, quand on fait le calcul, c'est comme si ça ajoutait 12 jours de vacances par année, ne pas avoir de garde avant un changement de stage. Mon impression comme clinicien, puis l'expérience que j'en ai des 25 ou 26 dernières années, les étudiants que je côtoie qui ont l'air les plus épanouis, c'est ceux qui sont le plus dans le bain, ceux qui sont le plus impliqués. On a l'impression qu'ils sont tout le temps là,
On le voit, nous, comme cliniciens, là, comme on dit, on se retourne. Il me semble qu'on voit tout le temps le même étudiant ou 2, 3 étudiants sur une cohorte de 5. Ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps disponibles, ils travaillent fort. Puis on a l'impression que c'est eux qui ont l'air le plus épanouis dans le stage. Et là où je voulais en venir avec ce long préambule, c'est que quand même, au niveau de la satisfaction au travail, là, c'est certain qu'on va dire l'étudiant en médecine à l'externat n'est pas un travailleur, mais a quand même un statut hybride. Il va remplir certaines tâches qui peuvent, je pense, vous conviendrez que ça peut s'apparenter à un travail. Là. Donc, certains des facteurs qui déterminent la satisfaction au travail, c'est la réalisation individuelle, le degré de responsabilité, le sentiment d'appartenance, l'autonomie. Donc, la réflexion que je me faisais, c'est l'étudiant en médecine qui a une restriction des heures de travail, qui quitte à 18 heures, rentrera pas avant telle heure le matin, va prendre une journée ici, une journée là, arrive dans son milieu de stage, peut avoir été absent pendant 3 jours dans la semaine pour toutes sortes de raisons. Je me dis, comment on va aller chercher dans un stage ce degré d'implication-là qui finalement génère la satisfaction? Donc, c'était comme la première question. Puis la deuxième, je me questionnais si parfois certaines mesures au niveau de l'amélioration de la qualité de vie ne peuvent pas avoir un effet contraire finalement. Venir enlever la satisfaction, le sentiment du devoir accompli, le sentiment de faire partie de l'équipe. Je ne sais pas si... très long préambule, mais je pense que vous voyez un peu le sens de ma question, disons. Oui, tout à fait. Puis je pense que le long préambule est aussi une longue réponse du moment où il y a beaucoup d'aspects par rapport à ça. J'aurais tendance à dire que, comme vous, là, la réalisation individuelle, la responsabilité, l'autonomie, c'est tous des choses qui, effectivement, augmentent la satisfaction de l'externe. Mais j'aurais tendance à dire qu'après ça, je pense qu'il y a une nuance entre, exemple, l'externe, je ne sais pas, qui va faire 10-15 heures par jour là, parce qu'il est très motivé pendant 15 jours, pendant 5 jours à l'hôpital semaine, versus aussi le fait que parfois le débit aussi clinique ou l'exposition clinique est manquante, puis parfois les externes sont gardés malgré eux en stage alors qu'il y a parfois un patient par apprenant à l'étage à voir ou encore qu'il y a une consultation sur une garde de fin de semaine à faire. Puis ça me mène à dire que effectivement pour maximiser finalement la satisfaction personnelle, la réalisation, la responsabilité, ça serait peut-être possiblement d'optimiser ou dans les moments forts où il y a beaucoup de débit, je connais peu d'externes là qui se montrent déçus d'avoir un débit et même de ne pas vouloir rester là au-delà, exemple, du 10 heures par jour du moment où il y a quelque chose à faire là, qui est à la fois pertinent pour sa formation future, pour son exposition clinique, et aussi qui a de l'équipe là et qu'on peut voir d'un point de vue altruiste aussi. Je pense que de ce côté-là, tous les externes sont toujours très heureux d'aider puis d'avoir d'exposition. Et ça m'amène à dire que si on modulerait l'horaire, exemple, de l'externe, à dire les journées où on a du travail ou 15-20 cas à opérer, que les résidents sont en cours, ça tombe bien que tu vas être le premier assistant. Et bien qu'à ce moment-là, soit que cette journée-là fasse 15-16 heures, mais que la journée où on est aux consultations à plusieurs apprenants et qu'on n'a pas le débit, d'avoir peut-être un peu plus le réflexe de dire à l'externe, tu peux être libéré, puis même si tu rateras peut-être la consultation qui va se faire à 22 heures le soir, de prendre ce temps-là justement pour après ça venir étudier, pour aller consolider ses apprentissages à la maison, pour aller faire du travail personnel, qui est aussi bénéfique pour lui à un certain point, et ou de temps à autre prendre aussi un moment pour aller changer ses pneus chez le coiffeur, etc., qui sont parfois des choses qui se font dans les heures ouvrables là, qui habituellement l'externe est à l'hôpital. Fait que j'ai l'impression, exemple, que si je prends une journée d'études par mois, si on modulerait l'horaire de l'externe vraiment en fonction de l'exposition clinique, puis finalement de la pertinence puis l'importance de cette exposition-là, que sans même implanter là, ces 12 journées-là dans une année de manière formelle, on regagnerait possiblement en nombre d'heures là, cette libération-là, si on aurait un peu plus le réflexe d'optimiser finalement l'exposition puis le temps de nos externes. Okay. D'un autre côté, vous l'avez dit un peu tantôt, les tâches des externes,
s'apparente un peu à un travailleur parfois. J'ai en tête les résidents qui, eux, ont déjà, exemple, des journées d'études, des journées personnelles, des vacances, des fériés, etc., même des journées pour des congrès, que si je les cumule ensemble, là, dépasse là, finalement même ce 12 jours-là, plus les vacances actuelles là, des externes qui sont habituellement d'environ 2 semaines d'été, 2 semaines l'hiver. Puis je pense que les résidents s'emportent là, d'autant mieux d'avoir accès à ces conditions-là. Puis même, je voudrais en fait que la charte reprend plusieurs des conditions là, que les résidents ont déjà. Okay. Fait que je pense que c'est peut-être plus dans l'optimisation là, qu'on devrait être au final. Très intéressant. En conclusion sur cet aspect du sondage, puis avant de conclure l'entrevue, est-ce qu'on peut se comparer au reste du Canada, aux États-Unis, Europe? Avez-vous des données là-dessus? Malheureusement, on n'a pas de données formelles. C'est sûr, après ça, on se doute que nos équivalents canadiens, américains, même européens, collectent en partie leurs propres données sur le sujet, même si j'ai jamais eu la chance d'y voir. Après ça, notre perception subjective veut qu'on pense quand même qu'on se compare bien, même et qu'on fait mieux là, que d'autres milieux. Si je regarde des témoignages que j'ai eu dans le Canada anglophone, même aux États-Unis, sur le bien-être étudiant, sur les conditions de stage, franchement, on est sûrement quand même là dans les meilleurs élèves, si on peut le dire ainsi, j'ai l'impression, au Québec. Ce qui, d'un côté, est rassurant et pourrait inspirer là, nos voisins. Mais d'un autre côté aussi, que la FMEQ pense qu'on ne devrait pas non plus se péter les bretelles pour prendre l'expression, puis voir que même si on fait peut-être bonne figure, qu'on a encore là, du chemin à faire en la matière. Intéressant. Ça complète le segment principal de l'entrevue, donc très intéressant, peut-être à reprendre dans le futur là, suite à l'évolution là, de nos mœurs puis de nos façons d'enseigner. Il y a toujours une petite section baguette magique dans mon entrevue. Ça permet d'atterrir ça un peu plus tranquillement. Donc, petite question en rafale. D'abord, si vous pouviez changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, comme étudiant en médecine en août 2023, ce serait quoi? Ou comme citoyen? Oui, mais c'est une excellente question. Puis d'un côté, j'aurais tendance à dire beaucoup de choses. Oui. Si j'avais à en choisir une, je pense que ça fait un peu une boucle avec le début de notre entrevue. Je pense que ça serait de dire que la société, que le gouvernement, que le ministère investissent davantage dans le bien-être des soignants, des futurs soignants, des futurs professionnels de la santé, et que finalement, là, que le slogan des anges gardiens qu'on a entendu beaucoup durant la pandémie se concrétise davantage et qu'à terme, là, on aille des soignants puis des professionnels de la santé qui sont eux-mêmes dans la santé, plus en santé, puis qu'on les supporte aussi un peu à travers là, le système exigeant dans lequel qu'ils portent à bout de bras, on le sait, avec les années. Fait que j'aurais tendance à dire là, peut-être avoir un meilleur système de support là, pour les soignants et les professionnels. Très bon choix. Avez-vous une rencontre de rêve, là, quelqu'un que vous aimeriez rencontrer, revoir, vivant, décédé, qui habiterait n'importe où dans le monde? Je vois aussi une bonne question parce que il y a beaucoup de personnages autant vivants que morts que j'aimerais bien rencontrer. Le premier qui me vient en tête, je dirais, c'est François Cheng de l'Académie française, là, grand écrivain qui a fait une partie de sa vie là, en Chine et aussi au Japon, qui a écrit un livre que j'aime particulièrement là, qui s'appelle 5 méditations sur la beauté. Okay. Il a aussi écrit 5 méditations sur la mort et autres. Puis c'est à la fois, oui, un grand écrivain, mais aussi un grand poète, grand philosophe. Et je trouve qu'il emmène une perspective qui, en 2023, qui est très, très, très intéressante. Exemple sur la beauté. Perspective qui, parfois, dans un monde hyper moderne, où on a une atomisation d'individus, dans une société qui est très dans l'instantanéité, qu'on a perdu parfois un peu cette appréciation-là là, pour la beauté au sens très large du terme, là, où je me réfère pas nécessairement à la superficialité, mais à la beauté de la vie, à la beauté des choses, à la beauté de la résilience aussi, par exemple. Excellent, c'est très intéressant. Ça va nous porter à faire des recherches, puis peut-être des lectures par la suite. Avez-vous une cause qui vous tient à cœur? Supportez-vous une fondation en particulier ou
Ben, je vous dirais que je pense que une des causes qui me tiennent particulièrement à cœur, il y a pas mal de sujets de notre entrevue aujourd'hui, à savoir le bien-être et la santé mentale, bien évidemment. Puis je pense que ce que je fais un peu au quotidien, au final, là, va un peu dans ce sens-là, de cette cause-là du bien-être, et là, ici plus spécifiquement du bien-être étudiant, à savoir à travers mes fonctions, là, que ce soit à la présidence de la Fédération, à la présidence de la GEMUS ou même des postes que j'ai occupés aussi par le passé. J'essaie d'habiter un peu mes passions et aussi les causes que je supporte au quotidien. Puis je pense un peu moi-même là, à m'actualiser à travers ça, là, de défendre le bien-être de mes collègues là, qui reste une chance aussi au quotidien. Là. Excellent. Avez-vous une dernière pensée? Je vous laisserai le mot de la fin. C'est aussi toute une demande. J'aurais tendance à, vous remercier là, de m'avoir reçu pour le balado. Là, je pense qu'on a discuté de choses bien intéressantes, puis aussi de perspectives puis de nuances là, qui va porter, je pense, porter ses fruits, puis pour porter la réflexion plus loin. Puis si j'avais une chose à penser, ça serait justement de dire aux gens qui nous écoutent et qui vont nous écouter, particulièrement vous comme clinicien, comme médecin, mes collègues comme étudiants en médecine, aux résidents, aux professionnels de la santé de manière générale, de effectivement prendre soin de leurs patients, mais également de prendre soin de leurs collègues et évidemment là, prendre soin d'eux-mêmes. Je pense quelque chose là, qui est primordial là, dans les professions, là, puis ou du moins dans les professions qu'on étudie pour occuper un jour. C'est une très belle façon de conclure. Donc, Maxime Bell, vous êtes président de la Fédération médicale étudiante du Québec. Merci. Oui, merci à vous. Au plaisir d'une prochaine entrevue. Oui, tout à fait. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.